Je te présente pas. Marc est un habitué du club. C'est lui qui nous fait toujours des conclusions qui nous tirent vers le haut à chaque fois. Donc là, une fois de plus, tu nous en fais une, mais là, tu deviens un véritable artiste numérique. Et bonsoir à tous et merci à Jean Castex d'avoir établi le couvre-feu qui me permet d'avoir encore un public, sinon, malgré l'heure tardive. Bon, je vais essayer d'être court. Je ne suis pas un spécialiste de l'art, encore moins de l'art numérique. Modestement, je touche à la photographie, on va dire. Mais j'ai voulu comprendre et apprendre et donc je me suis lancé dans une petite recherche que je vais vous communiquer avec mon PowerPoint. Alors, est-ce que moi, ça va aller? Ça va aller, c'est bon, Marc. Oui, je suis où alors? Je vois pas ce que je... Là, tu partages ton écran apparemment. Ah, ça y est. Point ouvert. C'est bon. Voilà. Vous me voyez là? Oui, impec. Parfait. Parfait. Donc, je cherchais d'abord d'où venait l'art. Et l'art, c'est très ancien, puisque on voit avec les peintures rupestres de cavernes. On a distingué 7 arts, donc je vais aller vite parce que vous les connaissez. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres productions à côté des 7 arts qui sont reconnus, qui revendiquent une place. On a parlé des jeux vidéo, de la bande dessinée, la mode même, la photographie, la vidéo, etc. Je voudrais insister aussi sur l'installation et la performance. Ça a été indiqué plusieurs fois, parce que je crois que c'est surtout dans ce secteur-là, enfin encore que justement le numérique, c'est surtout de l'intermédia, c'est-à-dire que en fait ça touche à tout et ça mêle tous les médias pour, comme l'a dit Natalia, toucher tous les sens, le plus possible tous les sens. Donc, quand on parle de numérique, bien sûr, ça veut dire qu'on va utiliser l'ordinateur, les réseaux. On a parlé aussi de télé, je ne sais plus comment, présentation. Ça veut dire qu'on peut, grâce au réseau, mettre en relation des lieux différents, des personnes différentes, etc. Et interagir aussi. Alors, il y a plusieurs termes aussi qui sont intéressants à connaître. Là, c'est l'art génératif. C'est un art qui va générer, engendrer, créer. Un art interactif aussi, ça a été souvent exprimé, notamment dans la danse, là, on a dit. Bon, il y a la photographie et l'art robotique qui crée des réalités augmentées ou virtuelles, comme on l'a dit. Donc, je vais vous proposer un petit flash, enfin quelques flashs là, de ce qu'on peut faire. Donc, ça a été dit, visite virtuelle de musée, mais avec aussi peut-être des casques. On peut reconstituer aussi virtuellement des sites antiques. Vous avez le théâtre d'Arles tel qu'il est aujourd'hui et puis tel qu'on l'a reconstitué. Donc ça, c'est dans l'architecture. On parle aussi d'art fractal. Alors ça ressemble un petit peu aussi à ce qui a été évoqué tout à l'heure avec De Cambière, bien que ce ne soit pas tout à fait de l'art fractal, mais ça y ressemble. On parle de musique électronique aussi, des synthétiseurs, bon, des détournements de sons, l'usage aussi des samplers. On a comment dirais-je, des échantillons qu'on va combiner. Des musiques interactives, alors ça c'est revenu et j'insiste, il faut que dans la musique, le spectateur intervienne et grâce à ces comportements, il y a des capteurs, on arrive à intervenir sur la musique, notamment dans les jeux vidéo. Lorsque certaines scènes se déroulent, on peut changer la nature de la musique. Donc aussi l'art interactif, donc ça a été dit aussi, la disparition de la barrière entre l'artiste et le spectateur. On l'a vu avec l'exemple de la danse. C'est une des, comment dirais-je, une des marques particulières de cette e-art. Alors là, je cite Grégory Chatonsky, et puis j'en ai cité d'autres, mais ça ne se veut pas exhaustif, bien entendu, parce qu'il faudrait
des jours et des jours pour dire tout ce qui se fait, tellement c'est exponentiel comme production. L'art génératif, c'est par exemple Jean-Pierre Balp qui crée automatiquement des textes littéraires, des poésies. Donc, on est dans une œuvre ouverte. L'auteur, en fait, n'est qu'un chef d'orchestre de sa propre œuvre. Donc, une œuvre ouverte qui est aléatoire, parce que ça dépend des spectateurs aussi, et qui est donc toujours en devenir, qui n'est jamais achevé. On a parlé aussi beaucoup de l'art immersif. Il faut capter le corps, mais aussi l'esprit avec des projets les plus déstabilisants en plongeant le spectateur dans l'état d'épilepsie ou de catalepsie selon le ressenti. Donc, l'usage des casques de réalité virtuelle, les data gloves, on met des capteurs un peu partout. Et là, vous avez l'exemple de Feed. Bien sûr, il vaudrait mieux avoir des vidéos que des images, mais enfin, sinon, ça allait prendre beaucoup de temps. On parle aussi de performance audiovisuelle, parce qu'on mêle toujours l'image avec le son, donc notamment dans le mapping. Vous avez vu que, par exemple, dans la Fête des Lumières à Lyon, on projette sur des immeubles, des images qui déforment l'immeuble, etc. C'est l'exemple de Tasman Richardson. Les arts de la danse, oui, j'y avais pensé aussi, Hiroaki Umeda. Là aussi, il faudrait bien sûr le son et la vidéo pour bien comprendre. Mais ce n'est pas le seul, beaucoup se lancent dans cette aventure. Après, on parle du net art ou art en ligne, ce que je disais tout à l'heure, en réseau, le web art ou Google Art, software art, ASCII art, le code art. Et là, j'ai pris l'exemple de Réal Drouin, des Frags. Et donc, c'est une image, vous voyez, qui est constituée à partir de tout un tas d'images qu'on retrouve sur le net. Et donc, on va recombiner. Après, on parle aussi du bio-art avec Alba. Alba, c'est le nom de ce lapin albinos qui a été teinté en vert par des protéines, je crois, des bactéries. Bien sûr, pour mettre en garde le public sur un certain nombre de choses. On parle aussi d'art robotique avec Stellark, vous voyez, qui s'est greffé une troisième main, et sur d'autres photos, on le voit écrire, et les deux mains écrivent en même temps. Après, on parle du game art aussi, puisqu'on a parlé des jeux vidéo, Space Invaders. Et là, la photo, c'est une photo de Toulouse. Sur les murs de Toulouse, vous avez peut-être découvert un certain nombre d'images comme ça. J'en avais vu une, je me demandais ce que c'était, et j'ai compris en faisant cet exposé. Après, on parle aussi de réalité augmentée. Il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites. Donc, avec son téléphone, on peut à la fois voir ce qui se passe dans la rue ici, et il y a des éléments qui viennent se surajouter. On parle aussi de stéréolithographie. Ici, vous avez Mathieu Briand, qui a fait une sculpture à l'aide d'une imprimante 3D. Il n'a rien fait de ses mains, c'est l'imprimante qui a tout fait. Oui, tout à fait. Les arts numériques s'exposent surtout dans des festivals. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, il y a des galeries aussi, mais c'est plutôt dans les festivals que l'on observe. Alors là, j'ai cité ceux qui revenaient le plus souvent, Linz, par exemple, Ars Electronica, ou le DIF à Rotterdam. Les arts numériques sont progressivement reconnus avec des mécanismes d'aide. Les pouvoirs publics, notamment l'Europe, peut aider un certain nombre de projets, d'artistes. Et puis aussi, commence à se créer, commence depuis quelque temps, des lieux de formation directement à l'art numérique. Mais les arts numériques posent quand même des problèmes quant à leur commercialisation. On n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un marché. Souvent, ce sont des œuvres éphémères. Donc, qui va l'acheter? Qu'est-ce que ça vaut?
Leur conservation aussi, parce que quand des logiciels, des matériels interviennent, ils deviennent vite obsolètes et donc l'œuvre en soi peut se perdre. Donc il faut penser à essayer de conserver et toujours réadapter pour qu'on puisse les conserver. Et puis le problème de la diffusion, bien sûr, hein, c'est pas si simple que ça de diffuser ces œuvres, puisque, encore une fois, il y a de l'immersion, il y a de l'interaction. Donc, je reviens sur la question qu'avait effectivement posée notre président. Hein. Si la machine crée, est-ce encore de l'art? Quel est le créateur? Est-ce que c'est l'humain ou est-ce que c'est la machine? Et on avait parlé d'intelligence artificielle. Elle s'implique et elle peut très bien créer. Alors, je remarque bien sûr que la machine, pour l'instant, ne prend pas l'initiative de la production. Il y a toujours quand même un artiste derrière, un être humain, disons, qui projette quelque chose, un projet, un programme. Et donc, la machine aide à la création, c'est vrai, parfois, et parfois elle crée aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la machine pour faire de l'art comme on faisait avant, ou on peut utiliser la machine pour faire de l'art vraiment numérique. Et donc se pose la question de qu'est-ce que l'art? C'est une question bien sûr complexe, hein, je ne pourrais pas y répondre ce soir, on n'a pas assez de temps. Surtout que parfois, comme je vais vous le montrer, certaines formes n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'on entendait par beaux-arts. Alors par exemple, le carré blanc sur fond blanc en 1918 de Malevich, ça vaut quand même 60 000 $. Ça s'est vendu 60 000 $. Il y a le monochrome bleu de Klein, très connu aussi. Ouais. Vous voyez, 1 665 500 €. Il y a bien sûr Marcel Duchamp qui a été cité déjà, la fontaine, hein, la fameuse fontaine. Il y a Pierre Manzoni aussi avec sa mère de l'artiste. 202 980 la boîte quand même. Et puis la fameuse The Comedian de Maurizio Cattelan, une banane accrochée à un mur, hein, 150 000 $, 120 000, mais ça a été vendu plusieurs fois. Donc. Il y a Orlan aussi qui... alors on a parlé un peu du body art dans plusieurs interventions, quelque part. À coup de chirurgie esthétique, elle prend son corps pour une propre œuvre et donc elle le transforme. Et puis il y a aussi les performances de Marina Abramovic, qui notamment a mis sur une table des différents objets qui pouvaient faire du bien ou qui pouvaient faire du mal, hein, des lames de rasoir, etc. Et elle a laissé le public interagir, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, et faire tout ce qu'il voulait. Alors au début, les actions étaient assez timides, mais elle s'est vite retrouvée nue et elle s'est fait taillader, etc., etc. Donc voilà, l'art aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, hein? C'est difficile de le dire. On pourrait presque dire que tout est de l'art, quelque part, dans la mesure où, comme on le verra un peu plus loin, il y a une volonté de communiquer quelque chose. Donc on considère le terme d'art par opposition à la nature, puisque la nature aussi produit des œuvres, mais sans réflexion, et à la science conçue comme pure connaissance indépendante des applications. Encore qu'on a vu que la science intervient pas mal dans l'art numérique à l'heure actuelle. Donc il y a une intention, et en principe on la distingue de l'artisanat dans le sens où il n'y a pas forcément une fonction pratique. Ceci dit, il y a quand même une intention et quelque part ça va introduire des pratiques. Donc, l'art numérique s'inscrit très naturellement dans l'histoire de l'art. Au départ, l'art était essentiellement religieux et conformiste dans le sens où les artistes devaient absolument se conformer au modèle. Hein, ils n'avaient pas tellement le choix. Donc, ici, la chapelle Sixtine. Puis, petit à petit, il est devenu intimiste, à l'image des tableaux de Vermeer, qui a été aussi cité. Et donc, cette histoire, j'ai essayé d'en tirer une leçon,
ça montre une sécularisation déjà, une subjectivation. Tout à l'heure, on a dit que De Cambière cherchait justement à éviter la subjectivité, mais justement, l'art évolue dans le sens au contraire de la subjectivation, une individualisation, une corporéisation avec le body art, et l'image que je vous ai montrée d'Anna Mendieta, elle s'est couverte de boue et s'est collée contre un arbre. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette dématérialisation avec le numérique? Eh bien parce que ça favorise la création, quantitativement et qualitativement. Je vais prendre une analogie. Quand on veut faire de la monnaie, au départ, la monnaie, c'était de la matière, c'était du sucre, par exemple. Mais pour faire du sucre, il faut des betteraves ou de la canne, il faut la transformer. Aujourd'hui, la création monétaire, c'est un simple jeu d'écriture, donc ça suffit d'un ordinateur et on peut en faire beaucoup plus. On l'a vu justement avec les aides que l'Europe apporte. Donc là, on voit pourquoi toute cette histoire, ça va dans le sens de il faut favoriser la création artistique. Même si parfois, mais certains l'ont dit, la technique peut être difficile à assimiler ou à s'approprier. Donc ces arts numériques ont été engendrés par le mouvement dadaïste, c'est surtout à partir de là que les choses sont nées, ainsi que le mouvement Fluxus, der Non-Art. Non-Art, ça veut dire que, justement, comme je remarquais, il n'y a plus une distinction très nette entre ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. On veut notamment se distinguer de l'art conventionnel, et puis de l'anti-art aussi, et essayer de faire en sorte que la distinction entre l'artiste et le spectateur disparaisse. Donc ce mouvement Fluxus est bien à l'origine de tous les illustrations qu'on a vues précédemment. Donc au départ, c'était une activité contrainte et aujourd'hui, c'est une activité individuellement libérée. Donc l'art naît justement du conflit entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, entre les pulsions de l'individu et les contraintes de la société. Et donc, si l'art prend toujours un caractère symbolique, c'est parce que l'esthétique cache le côté subversif de l'art. L'art devient de plus en plus une nécessité à la fois pour l'individu et pour la société. L'art est une communication entre l'artiste et la société. Et il est logique que cette communication adopte des médias rendus disponibles par la technologie. Autrement dit, ce qu'on a dit, dans la mesure où il y a des médias nouveaux, où il y a des moyens nouveaux, eh bien l'artiste va, pour communiquer, pour mieux communiquer, va les utiliser. J'ai presque fini. Donc la production d'art est source d'équilibre individuel. Ça c'est ma thèse. L'artiste exprime par son expression artistique son malaise existentiel. On se souvient de Salvador Dali qui est né dans une famille où il y avait eu un premier Salvador qui était mort, et tout son délire a consisté à dire à ses parents qu'il n'était pas son frère. Sinon, ça fait partie des soupapes de sécurité que l'on dispose, que notre psychisme dispose. Si on ne peut pas chercher à se rééquilibrer par l'art, eh bien, il y a le sport, il y a le rêve ou la maladie. Et donc aujourd'hui, l'artiste espère être reconnu, c'est pour lui se dire, bon, j'existe, je suis, en se distinguant des autres, même si au départ, ce n'est pas la motivation originelle, puisqu'il y a un côté un petit peu inconscient dans la motivation. Par ailleurs, c'est vrai aussi que la société en a besoin parce que pour créer un équilibre social, on a besoin de la consommation d'art, au sens large. L'art est aussi, ça fait partie de notre patrimoine social et culturel, donc on en a besoin pour se reconnaître, pour s'identifier en quelque sorte. La consommation rassemble et hiérarchise, c'est les deux caractéristiques de tout ce qui est social. Un, il faut rassembler, et deux, hiérarchiser.
J'ai cité tout à l'heure la monnaie, c'est ce qu'elle fait. Elle rassemble les individus derrière une monnaie et elle hiérarchise en fonction du pouvoir d'achat de chacun. C'est pour cela qu'il suscite l'affect, les émotions, par un phénomène de résonance. Résonance au sens physique du terme. On a tous une fréquence de vibration. Et si une œuvre nous plaît généralement, c'est parce qu'elle déclenche cette vibration qui rentre en résonance avec nous. Et donc Marcel Mauss le dit bien, un objet d'art, par définition, est l'objet reconnu comme tel par un groupe. Vous voyez, on ne sait pas ce que c'est que l'art, mais si le groupe reconnaît que c'est de l'art, alors c'est bien le côté social qui apparaît à travers cela. Voilà, il est possible de considérer cette conférence comme une véritable œuvre artistique. Merci. Merci à toi, Marc.